Bienvenue sur UJNL TV, une chaîne de télévision par les femmes, pour les femmes et avec les femmes. Je suis Mallory Djendara et aujourd'hui, dans notre émission Muse, une émission qui parle des femmes qui inspirent, nous célébrons ensemble le 31 juillet, la journée internationale de la femme africaine. Alors je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux invités exceptionnels. Premièrement, bonjour Madame Aurélie. Bonjour. Vous êtes coordinatrice dans une organisation internationale qui aide beaucoup les femmes. Et Madame Emmanuela. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice de The Sisterhood Table, qui est un programme d'autonomisation économique des jeunes filles. C'est bien ça? Exactement. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous allons parler de la journée de la femme africaine. Et alors j'ai envie de commencer par une question qui peut être très simple, mais qui est pour moi très importante. Pour vous, la femme africaine, c'est quoi? C'est qui? La mère de l'humanité. La mère de l'humanité. Ouais. Pourquoi la mère de l'humanité? C'est la base. Je me dis que tout commence avec les femmes, que ce soit sur le plan familial, que ce soit donner la vie. Donc pour moi, c'est la mère de l'humanité. C'est la base. Okay. Et toi, Emmanuela, qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, les femmes africaines, ça t'évoque quoi? Pour moi, la femme africaine, c'est une femme d'abord, à part entière. Africaine, ça vient après, et puis c'est lié aussi à son identité. Pour différencier, est-ce que c'est une femme ouest-africaine ou une femme, disons, occidentale, ou une femme africaine, tout simplement. Mais c'est une femme, tout d'abord, un être humain à part entière. Et pour vous, quelles sont les valeurs qui distinguent une femme africaine d'une femme, par exemple, européenne ou américaine? Qu'est-ce qui nous rend si spéciales? Je ne saurais pas dire exactement comparativement aux femmes qui sont aux États-Unis ou par exemple en Asie, parce que je ne connais pas très bien comment elles peuvent être en train de vivre en ce moment. Mais pour moi, la femme africaine, un aspect très important qui est lié à elle, c'est qu'elle est hospitalière. Je trouve ça chez plusieurs femmes. Toutes les femmes qui m'ont entourée depuis que je suis petite ont été toutes hospitalières. J'ai décrit cette hospitalité comme la capacité de pouvoir accueillir des gens avec beaucoup d'amour et sans pour autant programmer quoi que ce soit, mais toujours être là en train de servir. Ça va de même avec les services, ça va de même avec l'amour, mais ça se résume, je pense, en cette hospitalité, cette patience, la capacité d'être là pour les gens. Je pense que j'ai grandi comme ça, moi. Il y a ma mère qui est toujours en train d'accueillir des milliers de personnes. Il y a mes sœurs, mes tantes et tout ça. Et donc, même quand je vais visiter quelqu'un, je trouve que il y a quand même ça chez les femmes africaines. Et je sais pas, ça peut-être pareil ou un peu différente chez les femmes en Occident, puisque en Occident, on a beaucoup plus la notion du temps, nous aussi, mais peut-être différemment. Et on peut dire, par exemple, j'ai besoin d'un rendez-vous, n'est-ce pas? Pour venir voir quelqu'un, tu peux pas venir juste comme ça au hasard et toquer à la porte d'une personne. Non, c'est pas possible. Il faut que tu puisses programmer et c'est comme ça que tout se passe. Mais chez nous ici, non. Souvent, tu arrives un dimanche et tu as des visiteurs que tu n'as pas prévus et tout ça. Et voilà, c'est un partage d'amour et tout ça a fait qu'on puisse forger une communauté qui est comme un petit village et tout le monde est avec tout le monde et je trouve que ça c'est particulier quand même en Afrique. Tu as totalement raison. Qu'est-ce que tu en penses, Aurélie? Je trouve pas de différence. Je pense que pour ma part, la femme, c'est la femme. On est identiques, chacun dans son contexte, avec les valeurs qui sont contextuelles, parce que je pense que la femme reste la même en fait. Peu importe, indépendamment de la couleur de sa peau, on a toutes nos particularités, nos individualismes ou bien notre contexte qui peut avoir à un moment donné ou pas une certaine emprise sur nous, mais je pense que les femmes sont identiques. L'important, c'est qu'on soit toutes des femmes. Ok, merci beaucoup. Alors, cela dit, on peut dire que la situation
des femmes en Afrique, cela dépend des régions, mais on peut dire qu'elle est au mieux précaire, parfois même dangereuse. Alors j'avais une question. Pourquoi vous pensez qu'encore aujourd'hui, en 2024, il y a des zones, notamment en Afrique, où la femme manque de droits, manque d'autonomie, manque de liberté? Et que pensez-vous qu'on pourrait faire pour changer ça? Moi, je dirais nos cultures, Mhm. qui sont contextualisées, bien évidemment, mais nos cultures. Je pense que c'est de là que part, en fait, toute cette notion de droit ou de pas droit. C'est de comment est-ce qu'on a peint le tableau en dessinant la femme. Elle a droit à ci, elle n'a pas droit à ça, elle peut ou elle ne peut pas, ou bien tout ce qu'on peut lui donner comme rôle et responsabilité. Et je pense que c'est un peu ça le plus gros Mhm. problème, en fait, c'est que nos cultures et nos lois ont un certain impact sur l'épanouissement de la femme. C'est le poids de nos cultures sur nous. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuela? Je pense qu'elle a tout à fait raison, mais ce sont les hommes, les humains qui font la culture. Et ce sont également les humains qui légifèrent, qui votent des lois. Donc, c'est très difficile de pouvoir changer une culture comme ça tout d'un coup, parce qu'il faut revenir sur la mentalité des gens, sur l'individu, comment est-ce que l'individu contextualise la chose, comment est-ce que on comprend une thématique, et ça peut être très compliqué, voire un peu impossible si on ne prend pas des stratégies. Moi, pour améliorer la condition de la femme africaine ou la femme congolaise, je dirais beaucoup plus qu'on on doit mener des actions qui sont concrètes. Il faut savoir départager les responsabilités. Et la plus grande responsabilité incombe à l'État. Parce que l'État a la responsabilité première de protéger ses citoyens et les protéger de façon pareille, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Ça veut dire, déjà, dans une zone comme ici, à l'est de la RDC, il faut qu'il puisse y avoir une certaine sécurité pour permettre à cette femme de pouvoir s'épanouir dans de bonnes conditions. Puisque tu peux le savoir aussi que les conflits accentuent les inégalités et même les violences basées sur le genre. Et nous, ici, on est dans une zone de conflit depuis plus de 30 ans. Donc, on vit dans un cercle vicieux qui ne se termine pas. Il faudra qu'on puisse changer ou améliorer la situation tout d'abord. Et c'est là, parce que la sécurité, quand même, c'est un grand point à aborder pour un changement durable. Et quand on a des circonstances, des situations comme ça favorables, c'est là qu'on peut maintenant, encore une fois, contribuer à l'épanouissement de la femme et dire la femme a droit à accéder à l'éducation au même titre que l'homme, bien sûr. La femme a droit à accéder, par exemple, au poste de décision ou à toutes les autres opportunités sur le plan politique, économique, etc. Mais c'est vraiment des actions qui doivent être menées de façon stratégique et des choses qui doivent être planifiées. Et voilà, il y a l'État, bien sûr, il y a les organisations internationales, locales, il y a la société civile, il y a les individus maintenant en soi qui doivent maintenant également donner de la place à cette femme pour pouvoir s'épanouir. C'est super intéressant. Et en fait, tu parles de l'État et ça me fait penser au fait que est-ce que on peut améliorer la condition de la femme si dans son propre gouvernement, un État n'a pas beaucoup de femmes dans ses rangs? Par exemple, ici, on est en République démocratique du Congo. Il me semble qu'on avait regardé, alors je n'ai pas le chiffre exact, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes dans le gouvernement, ça c'est clair et net. Est-ce que dans cet état-là, est-ce possible de créer un changement pour les femmes et surtout dans l'est de la RDC qui est aussi marqué par les conflits et comme tu le dis, on le sait très bien, les femmes et les enfants sont toujours les premières victimes d'un conflit. Et je me pose la question et je te la pose à toi Aurélie, comment on peut changer les choses, nous en tant que femmes qui ne sommes pas dans le gouvernement, pour changer un gouvernement qui lui-même n'a pas beaucoup de femmes? Bon, je pense que c'est une question assez
controverse et sensible. Moi, j'ai une autre réflexion par rapport à ça. Je pense qu'il faudrait penser la chose différemment. Parce que si on questionne le gouvernement, on questionne les lois en vigueur. Et j'ai envie de dire que le gouvernement, c'est vous et c'est moi. Le gouvernement, ce n'est pas le président, parce qu'on a souvent tendance à croire que le gouvernement, ce sont les autres. Mais le gouvernement, c'est vous et moi. Et si on questionne le gouvernement, comme j'ai dit, les lois sont établies. Maintenant, le problème, est-ce que ce sont les lois ou c'est l'applicabilité de ces lois-là? C'est une très bonne question. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des lois qui protègent assez les femmes, ou est-ce que les lois qui sont déjà là et qui protègent les femmes sont correctement appliquées? Si je comprends bien. C'est une question. Maintenant, est-ce qu'à notre niveau, on a la capacité de pouvoir juger ça? Compte tenu du fait que nous ne sommes pas dans le gouvernement, ça c'est une autre chose. Parce que pour les lois, nous en avons. Je pense que si vous avez suivi les informations dernièrement, vous avez vu qu'on est en train de travailler sur la masculinité positive. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de lois et de droits qui sont en train d'être mis en place pour pouvoir encadrer ou alors reconnaître la place effective. Et il faut déjà saluer, si on va entrer dans ce débat, saluer les différents engagements étatiques qui sont pris aujourd'hui. Quelle est la première personne en termes de gouvernement on a la première ministre qui est là. Donc, je voudrais bien que on puisse voir un peu quelle est notre part de responsabilité dans ces questions-là, parce qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup pour pouvoir faire. Même si on a 2, 3, comment est-ce qu'on capitalise sur ces 2, 3 personnes qui sont là pour pouvoir impacter ce qu'on veut? Dans les lois, il y en a. Il y en a beaucoup. Les révisions, les tests, il y en a. Mais maintenant, comment nous, en tant que femmes, est-ce qu'on connaît même ces lois-là? Est-ce qu'on est consciente personnellement? Et même quand le gouvernement nous dit, voilà ce à quoi vous avez droit, est-ce qu'on le fait? Donc ça, c'est une question un peu plus... très controverse qui a plusieurs axes. Et bon, je pense que oui, le gouvernement fait sa part. Mon avis, aussi humble que ce soit. Maintenant, je pense qu'il faudrait évaluer la question sous un autre angle. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette intervention? Alors, j'ai été perdue quelque part, mais ce que j'ai compris, c'est que en fait, c'est la femme qui a la responsabilité de pouvoir mener des actions maintenant, puisqu'il y a déjà des lois qui sont établies, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Aurélie? Oui. Des lois qui sont établies, et donc ainsi, le gouvernement a fait sa part. Il fait sa part. Moi, je ne pense pas. Et le gouvernement, c'est vous et moi. C'est qui le gouvernement? Le gouvernement, c'est le gouvernement quand même. Hein. Ce sont les institutions qui sont déjà établies et qui doivent légiférer et qui doivent également coordonner l'implémentation de ces lois-là. Mais c'est qui coordonne? Est-ce que c'est une machine? Non, ce n'est pas une machine. Alors la question, c'est est-ce qu'on a accès au texte de loi? Est-ce que toutes les femmes de la RDC, parce que là on parle de la RDC, ont accès à ces lois et ont aussi la possibilité de les comprendre, de savoir comment elles peuvent les aider? Ça aussi, c'est une autre question. Parce que nous, on a une chance de pouvoir avoir accès facilement. On a Internet, on a la capacité de se renseigner. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout accès à ces lois-là. Donc parfois, il y a des droits auxquels elles ne savent même pas qu'elles y ont droit. Par exemple, je donne cet exemple parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est très récent qu'une femme en République démocratique du Congo puisse exercer une profession sans l'accord de son mari. Et il y a eu le moment où la loi a été décidée, qu'une femme est libre de faire la profession qu'elle désire. Par contre, ça a pris longtemps avant que toutes les femmes soient au courant de ça. Donc pendant des années, il y a des femmes qui pensaient qu'elles devaient toujours demander l'autorisation. Alors la question que je me pose, c'est comment on fait pour démocratiser les droits des femmes à toutes ces femmes-là qui n'ont pas cet accès-là? On entend des questions sensibles, hein? Ouais. Je suis apolitique. Ça, c'est très compliqué pour moi. Ce n'est pas vraiment une question politique aussi. Non, je ne le vois pas, parce que je ne juge pas forcément, je ne dis pas que le gouvernement a tort ou raison, c'est vraiment, je pense que, comme Emmanuela le dit très bien, et comme toi tu l'as dit aussi, il y a des lois qui soutiennent les femmes, et il y en a beaucoup. Et là, aujourd'hui, en RDC, il y a même une première ministre femme qui est là, donc ça montre qu'il y a une évolution. Mais maintenant, nous,
Vous êtes d'ailleurs toutes les deux sur le terrain de femmes qui n'ont pas conscience de ces lois-là. Alors, est-ce que c'est par les formations? Est-ce qu'il faut aller sur le terrain pour enseigner à ces femmes leurs droits? Est-ce que c'est important de le faire? Pour ma part, la méthode importe peu. Okay. Il y a beaucoup d'actions qui sont déjà menées sur le terrain. On a parlé des questions de paix tout à l'heure. Je pense qu'il existe au niveau de l'Est de la RDC quand même un réseau de femmes qui travaillent dans les questions de paix au niveau du Nord Kivu, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national. Donc, comme j'ai dit, je pense que les mécanismes en place sont déjà là. Il est important que nous, en tant que femmes, qu'on puisse être capables de faire notre part. Si toi, par exemple, tu as la possibilité de pouvoir avoir ces informations sur Internet, imprime-les, traduis-les en swahili, va les distribuer où tu penses qu'elles ne sont pas, ou bien n'ont pas accès à ça. C'est pour ça que je dis, chacun a sa part de responsabilité à jouer dans cette partition. Et je pense que le 31 juillet qui marque la journée de la femme africaine, c'est déjà de célébrer les petites victoires. Célébrons ensemble les petites victoires qui sont là. Le gap est peut-être énorme, mais il est important qu'on puisse voir d'où on est parti pour arriver où. Aujourd'hui, on le dit si bien, on a des femmes qui sont au poste de Premier ministre. On a une femme qui est Premier ministre au niveau de la RDC. C'est louable. Mais est-ce qu'on peut garantir et dire à cette femme, aujourd'hui, tu es Premier ministre, ne te gêne pas, on peut te donner 15 ou 20 ou 100 CV de femmes qui peuvent t'aider à reconstruire ce pays comme on le veut. Est-ce que c'est possible? C'est ça qu'il faut traiter. Il faudrait qu'on puisse être capable de pouvoir se dire, oui, on a 100 personnes, 100 femmes capables. Parce qu'on ne milite pas pour la fainéantise ou alors pour la médiocrité, non. C'est de dire, les femmes, nous avons la capacité de pouvoir faire et voilà où nous sommes. Si on a besoin des femmes qui sont ingénieurs, on en aura. Parce que les femmes ont la capacité. Si on a besoin des femmes qui sont au niveau du droit, par exemple, on en aura. Qui sont des têtes bien faites, bien formées et qui ont de l'expérience pour pouvoir le faire. Ce n'est pas de dire parce qu'on est femme, on doit s'exhiber, on doit être là. Non. Ça se mérite. Nous, on prend le mérite. L'égalité ne veut pas dire qu'on n'a pas de compétences. On a les compétences et on veut. On peut. Et on a la capacité de le faire. Exactement. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit un peu. Alors, je suis d'accord avec toi, Aurélie, quand tu dis que les femmes, à l'occasion de cette journée, du 31 juillet, on doit pouvoir célébrer les petites victoires et que chacun a sa part de responsabilité et qu'il faut que, si je connais une loi quelconque, que je puisse l'imprimer et que je puisse aller distribuer. Mais si on est en train de rechercher un changement qui sera concret et qui sera durable, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. On peut imprimer je sais pas combien de choses. Après 10 ans, on sera toujours là sur le même problème. Quand je parle de mécanismes et quand je parle des stratégies bien établies, c'est que, en fait, moi j'ai fait le droit et j'ai étudié beaucoup de lois. Par exemple, dans le domaine de l'environnement, il y a beaucoup de lois suffisamment qui protègent l'environnement, qui protègent les parcs et toutes les autres étendues naturelles. Mais il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de mesures qui sont prises pour pouvoir implémenter ces lois-là. Ce ne sont que des textes. Maintenant, je dis que le gouvernement est responsable. Pourquoi? Parce que c'est au gouvernement de pouvoir définir les méthodes, les mécanismes et les stratégies pour mettre en place maintenant ces lois-là, ces textes de loi. C'est tout simplement ça. Il faut qu'on puisse comprendre l'esprit des législateurs et je pense que ça ne se fait pas du tic au tac. Il faut pouvoir être technicienne, je pense, ou technicien. Ou je pense que ça peut se passer dans des formations, des ateliers et tout ça. Mais ce sont des choses qui sont déjà préétablies et on suit un plan quelconque. On se fixe des objectifs et on dit, OK, maintenant, on a ces ressources ici en faveur de la femme, on va investir pour la femme. Comment est-ce qu'on va faire? On ne peut pas juste créer un fonds pour la femme et puis dire, si tu veux, tu viens prendre.
ça va pas se faire comme ça. Non, je vois qu'il y a on va dire deux visions, pas qui s'opposent, mais je pense qui se complètent dans le sens où je pense que toi, tu es dans une idée de démocratisation de ce qui est déjà fait, ce qui rejoint l'idée de Aurélie. Je pense que vous avez à peu près la même vision des choses. Alors j'ai envie de continuer avec toi, Emmanuela, tu encadres surtout des jeunes femmes dans l'Est de la RDC, donc. Que penses-tu de cette génération de femmes-là? Est-ce que tu penses comment tu vois leur évolution par rapport à ce que tu sais de la génération précédente? Et que penses-tu, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ou les challenges qu'elles doivent encore relever aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je pense que la jeune fille congolaise a l'accès, comme Aurélie a dit, a un accès à beaucoup plus d'opportunités que la jeune femme de 1987 ou avant 1987 ou avant 1962 par exemple, quand la journée a été inaugurée. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de pouvoir se développer, de pouvoir être épanoui, atteindre cette autonomisation-là des décisions, autonomisation intellectuelle surtout, parce que quand on parle de l'autonomisation économique, il faut encore réfléchir à des opportunités d'emploi et tout ça. Et on sait que les taux de chômage aujourd'hui est très élevé en RDC. Mais quand même, il y a cette opportunité-là pour qu'elles puissent acquérir des compétences et pouvoir créer quelque chose. Je connais plusieurs femmes aujourd'hui qui sont entrepreneurs, qui ont créé leurs entreprises comme ça de la base, en fait. Elles ont commencé et elles ont créer quelque chose qui maintenant fournit de biens et des services que tout le monde peut consommer. Alors voilà, je trouve qu'aujourd'hui quand même, il y a un avancée significatif. Super. Et est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas The Sisterhood Table, comment le programme agit de manière factuelle pour cette autonomisation-là des jeunes femmes? Alors, The Sisterhood Table, c'est un programme d'autonomisation économique des jeunes femmes. Mais ce n'est pas uniquement cela, puisque avant qu'on a commencé en 2020, c'était pour créer un cadre des discussions ouvert à toutes les jeunes femmes dans la communauté, à Sake, où les centres Uhuru Center est établi. Et l'idée, c'était de pouvoir les inviter d'abord, les femmes, pour qu'on puisse discuter avec elles, pour qu'on puisse comprendre vraiment substantiellement quels sont les défis personnels et communautaires auxquels elles étaient en train de faire face, pour que ensuite, dans le programme Genre du Centre, on vient apporter une solution qui viendrait répondre à leurs besoins concrets. Et c'est comme ça qu'on a établi The Sisterhood Table. On a accueilli plus de 20 femmes par séance. On a organisé des séances mensuelles depuis 2020, décembre 2020. Et jusqu'en 2022, c'était des expériences vraiment très enrichissantes et inoubliables aussi. J'ai rencontré plusieurs femmes très remarquables en fait là-bas. Après The Sisterhood Table, on s'est inspiré de ces expériences-là pour pouvoir savoir comment est-ce que on vient maintenant apporter une solution. Et parmi les défis qui étaient repris, qui revenaient, qui étaient fréquents, il y avait le manque de moyens financiers, le chômage et tout ce qui est lié au manque de moyens pécuniaires. C'est comme ça qu'en 2023, on a décidé de créer un programme pour venir pallier à ces problèmes-là. On a créé un programme qui est The Sisterhood Table aussi, mais programme d'autonomisation économique de jeunes femmes. Et on s'est dit, mais il y a déjà plusieurs programmes d'autonomisation économique qui sont, je sais pas, implémentés par plusieurs organisations de la place. Comment est-ce que nous, on va faire pour que ça puisse être différent ou pour atteindre cette autonomisation-là économique? On sait bien, et on peut être d'accord sur ça, que l'autonomisation économique ne vient pas
sans autonomisation intellectuelle et sans autonomisation émotionnelle, etc. Il faut tout simplement d'abord que cette personne puisse être bien en elle-même établie pour pouvoir créer des idées et pour pouvoir mettre en place ces idées-là. C'est comme ça qu'on a établi tout un programme qui ne concerne pas seulement l'entrepreneuriat. Donc, en bref, on a 5 domaines. Nos domaines d'intervention, il y a par exemple le leadership transformationnel, où on parle de la vision du rôle de la femme dans la communauté, comment est-ce qu'elle peut influencer sa communauté, comment est-ce que tout ce qui est lié au leadership. Il y a également la communication et le storytelling, tout ça, toujours dans le même sens, partager la vision et savoir faire un plaidoyer, par exemple, ou même, par exemple, le storytelling, c'est beaucoup plus large. On parle de beaucoup de choses là-dedans. Mais en troisième lieu, on parle également de la digitalisation et technologie, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est plus digital, et si une femme peut créer son entreprise et la mettre en ligne, c'est très facile qu'elle puisse avoir un marché qui est plus large et plus diversifié, ce qui va contribuer à l'autonomisation. On a également parlé, bien sûr, évidemment, de l'entrepreneuriat et ensuite de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et on a un aspect sur la protection de l'environnement, mais nous, on aborde ça comme éco-entrepreneuriat. Ok. Ouais, dans l'économie circulaire. Donc, comment est-ce qu'il faut utiliser les déchets pour les recycler et tout cela, les réutiliser encore une fois. Voilà. C'est comme ça que nous sommes en train de contribuer à l'autonomisation de la femme, de la jeune fille. Je peux dire que ça marche, vraiment. Avant, je pensais pas que ça allait vraiment marcher comme ça. J'avais plusieurs doutes quand on a commencé la première cohorte. Mais au final, je pense que c'est juste comme ça. On a parlé du développement personnel d'abord pour parler du développement communautaire. Et je pense que aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses rencontrer les femmes, les jeunes filles de Sisterhood Table. Je les trouve différentes. Même je peux évaluer leur évolution du début jusqu'à aujourd'hui. Elles sont vraiment différentes. Elles sont à l'aise dans leur peau. Elles sont capables de pouvoir influencer, de pouvoir créer des idées. Moi, je n'ai pas à leur dire ce qu'elles doivent faire. C'est elles qui proposent, elles font tellement de choses. Et elles ont maintenant le choix de faire telle ou telle autre profession parce qu'elles ont les capacités pour ça et elles ont les caractères pour ça. Oui. Yeah. Mais bravo pour l'action que vous faites avec The Sisterhood Table. Ouais. Bravo à toi. Merci. Je me tourne vers toi, Aurélie. Alors, est-ce que tu peux juste expliquer de manière globale comment toi tu agis en faveur des femmes? C'est compliqué parce que pour moi, c'est quand même un peu lié à ma profession. Et du coup, c'est très compliqué. Mais nous, on travaille dans tout ce qui est promotion des droits de la femme, renforcement des capacités, leadership, représentativité et accompagnement. C'est un peu ce que je peux dire. Okay. Ça va, alors je vais poser une question différente. Le thème de cette année, du 31 juillet de la Journée internationale de la femme africaine, c'est « Investir en faveur des femmes, c'est investir dans l'avenir de l'Afrique ». Alors, je posais cette question très simplement. Comment on investit dans les femmes? En leur reconnaissant leurs droits. Le droit d'aller à l'école, le plus basique. Le droit de pouvoir décider de ce qu'elle fait de son corps en termes du nombre de maternité, par exemple. Le droit de pouvoir choisir ce qu'elle veut faire demain comme profession en lui reconnaissant la capacité de pouvoir être autonome dans ses choix, la prise de décision. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'investir. C'est de créer ce cadre qui lui permet d'accéder à tout ce dont elle a besoin selon ses capacités et ses rêves. C'est ça à quoi on va investir.
Et je pense que, comme je l'ai dit dès le départ, c'est la base. Si on investit dans la femme, on peut garantir que la progéniture aura un bon transfert de compétences, je pense. Très vrai. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuela? Je suis tout à fait d'accord avec Aurélie. C'est d'abord reconnaître à cette femme le droit de pouvoir, ses droits d'abord, et maintenant mettre en place un système pour qu'elle puisse jouir et elle puisse exercer ces droits-là. C'est tout à fait ça. On peut lui reconnaître les droits d'aller à l'école, mais il faudra encore créer des institutions où, par exemple, fournir de moyens pour qu'elle puisse aller à l'école, pour qu'elle puisse accéder et jouir de ces droits-là. Même chose pour l'autonomisation de la femme, même chose pour le reste. Et continuer à lutter contre les violences basées sur le genre. Parce que quand il y a une femme maintenant qui reconnaît ses droits et qui veut les exercer, elle est comme en train de nager à contre-courant. Parce qu'il y a tous les stéréotypes qui s'élèvent contre elle. Il y a maintenant les violences basées sur le genre, les violences verbales, psychologiques et tout cela qui maintenant viennent encore une fois toucher son estime de soi. Et à un moment, on se demande, mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Pourquoi je ne peux pas rester à la maison et être une bonne femme selon la société? Et donc, c'est vraiment un très grand travail que nous tous, nous devons continuer à mener, que ce soit pour contribuer à l'autonomisation, que ce soit pour faire en sorte que la femme puisse reconnaître ses droits, puisse connaître d'abord de quoi elle a droit. Oui, la base. Hein. Ouais. Mais également, voilà, exercer ce droit et qu'elle puisse être libre de pouvoir faire ce choix-là. C'est très vrai. Je pense que ça synthétise un peu tout ce qu'on a dit d'ailleurs. Alors, j'aurais aimé qu'on puisse encore rester à discuter de ce sujet qui nous passionne toutes les trois d'une manière différente, mais on va devoir malheureusement clore cette discussion. Alors, j'aimerais juste qu'on finisse avec un conseil qu'on pourrait donner à une jeune femme. Alors, je sais que ce que vous avez dit au début de la conversation, une femme africaine reste une femme. Évidemment, quels que soient les conseils qu'on donne à une femme, il sera applicable à toutes les femmes africaines, européennes, américaines. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux femmes pour qu'elles puissent se développer et prendre le pouvoir sur leur vie? Moi, je dirais que les femmes doivent comprendre que le ciel, c'est la limite. Et on a tous le potentiel de pouvoir y arriver. C'est tout. J'aime beaucoup ça. Et toi, Emmanuela? Alors, comme j'ai commencé, j'ai dit que la femme, moi je considère la femme comme étant un être à part entière. Alors, mon conseil, c'est tout simplement qu'elle puisse être elle-même, elle puisse vivre tout simplement. Parce que tout le temps, on est en train de se juger soi-même. On se dit, est-ce que je dois ça? Est-ce que je peux faire ça? Qu'elle puisse vivre, qu'elle puisse, je sais pas moi, qu'elle puisse parler de façon très haute, qu'elle puisse crier, chanter, essayer, échouer, qu'elle puisse vivre tout simplement en tant qu'humain, avec toutes les imperfections et avec toutes les faiblesses qu'elle peut avoir. C'est là qu'elle va se découvrir. C'est totalement vrai. Oui. Merci infiniment Aurélie, merci infiniment Emmanuela. On arrive à la fin de notre émission Muse, une émission des femmes inspirantes. Je pense que nous avons toutes été très inspirées par cette conversation. Si vous n'êtes pas abonné à UJNL TV, faites-le maintenant. Nous sommes sur YouTube et TikTok. Et n'hésitez pas à regarder nos autres émissions pour être au courant d'une chaîne par les femmes, pour les femmes et avec les femmes. À très bientôt!